Et sur Europe 1, on en vient à l'expertise des éditorialistes d'Europe Soir. Isabelle Millet. Et oui, on bline le quart d'heure des éditorialistes avec Olivier Duhamel pour la politique, Emmanuel Dutheil pour l'économie et François Clémenceau du JDD pour l'international. Olivier Duhamel, on commence avec vous. Bonsoir Olivier. Bonsoir Isabelle. Et cette campagne présidentielle absolument folle, c'est du jamais vu, on en a encore parlé dans le journal. Les candidats, certains en tout cas, sont hués maintenant sur le terrain et du coup la conséquence, c'est que les électeurs sont totalement perdus. Alors il y a un premier type de perdus, ce sont les perdus définitifs en quelque sorte. C'est-à-dire ceux qui vont s'abstenir alors qu'ils n'envisageaient pas de le faire, ceux qui vont voter blanc, ceux qui vont voter nul. Ils retrouvent rien, ils trouvent tout ça détestable. Des candidats parfois pour lesquels ils voulaient voter, ils veulent plus, et donc ils vont soit déserter, soit exprimer leur dépit. Alors ceux-là, ils sont perdus définitifs. Voilà, il y a d'autres types de perdus. Oui, il y a un type de perdu tout à fait nouveau. Ce sont les gens qui sont sûrs d'aller voter, qui veulent aller voter, mais qui savent aujourd'hui, à 80 jours du deuxième tour, à 66 jours du premier tour, donc très peu, qui savent absolument pas pour qui ils veulent voter. Et ça, c'est quelque chose qu'on a jamais connu, c'est quelque chose d'absolument nouveau. Ils savent pas, les uns s'ils vont voter Mélenchon ou Hamon, les autres s'ils vont voter Hamon ou Macron, les autres s'ils vont voter Macron ou Fillon, les autres s'ils vont voter Fillon ou Le Pen. Ça fait quand même beaucoup de gens qui hésitent entre beaucoup de possibilités. Et c'est parce que... voilà. Mais pourquoi autant de perdus ? Parce que vous l'avez dit au début, Isabelle, c'est parce que c'est la présidentielle la plus folle qu'on ait jamais connue. Dans le schéma normal de la Ve République, la présidentielle, ça aurait dû être Sarkozy-Hollande. C'est-à-dire le chef du parti de l'opposition et le président sortant. Sarkozy, out. Hollande, auto-out. Alors, ça aurait dû être, si Sarkozy n'avait pas été sorti, du coup, Sarkozy-Valls. C'est-à-dire le président du parti d'opposition et le Premier ministre sortant. Mais Sarkozy out, ça ne marche pas. Alors, ça aurait dû être Juppé-Valls. C'est-à-dire celui qui devait remplacer Sarkozy, lui-même ancien Premier ministre, plébiscité par les sondages, contre le Premier ministre sortant. Mais Juppé sorti. Alors, il devrait y avoir au moins Valls, mais il n'y a plus Valls. Donc, toutes les normalités de la Ve République fusillées les unes après les autres, ou suicidées les unes après les autres. Donc, c'est du jamais vu. Et puis, il y a les affaires, en plus, qui n'arrangent rien, c'est sûr. Et en plus, les affaires qui n'arrangent rien, et on finira par se demander qui elles ne touchent pas. Et donc, dans tout ça, des électeurs sont perdus, et il faut les comprendre, et il serait temps de leur donner des repères pour qu'ils s'y retrouvent. Alors, ce que j'ai lu, c'est que les électeurs potentiels d'Emmanuel Macron, notamment, sont très indécis. Il n'y en a que 36% qui disent « je suis sûr de voter pour Emmanuel Macron ». Et ça, c'est absolument normal, parce que, très franchement, on vous aurait dit, il y a un an, vous savez, il y a un candidat qui va surgir et qui aura une petite chance d'être élu, Emmanuel Macron. Vous auriez dit, il faut aller vous faire soigner, quoi. Il vous manque une case, on n'a jamais vu ça. Un type qui surgit comme ça, non. Et en fait, il a bénéficié d'une conjonction d'étoiles absolument hallucinante. C'est-à-dire que tous les événements que je viens de décrire étaient des conditions pour que son élection soit envisageable. Et ils se sont tous produits, ce qui est quand même assez extravagant. Et du coup, il y a des gens qui votent les uns par adhésion, les autres faute d'autres choses, veulent voter Macron. Mais en même temps, ils se disent, qu'est-ce que c'est que ce type ? Qu'est-ce que c'est son programme ? Qu'est-ce que c'est ces déclarations qu'il fait ? C'est pas un pro. Alors, c'est pas un pro chic, je vais voter pour lui. Et c'est pas un pro, minimum pas pro, je peux pas voter pour lui. Donc voilà, les gens sont... Et on imagine la complexité du travail des sondeurs en ce moment. Se disent, mais diable, qu'est-ce que je vais voter ? Qu'est-ce que je vais voter ? Ce qui fait d'ailleurs que, faites attention, absolument, quasiment tout est possible. Je veux dire, moi j'ai fait avec Michel Field il y a 2 ans une fiction... avec Poincaré qui annonçait la victoire de Marine Le Pen, c'est pas exclu non plus, tout est possible. Ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup, Olivier Duhamel. L'édito économique maintenant avec vous, Emmanuel Dutheil. Emmanuel, Benoît Hamon, on en parlait tout à l'heure dans le journal, Benoît Hamon est arrivé cet après-midi au Portugal. C'est un voyage de 2 jours. Le Portugal, Emmanuel, a été aidé par l'Europe. Alors comment va le pays aujourd'hui ? Mieux, ça reste pour autant un malade en convalescence. Malgré un remède de cheval, le pays est loin d'être totalement rétabli. Il a été mis sous perfusion financière par l'Europe et le FMI. En échange, il a dû s'imposer une très forte cure d'austérité, gel des retraites, suppression de jours de congé, hausse des impôts, etc., etc. Ça a vraiment été très très dur pour les Portugais. Mais est-ce qu'on peut dire malgré tout qu'aujourd'hui, ça va quand même mieux ? Alors, quand on regarde les chiffres, et seulement les chiffres, on peut quand même se dire en partie.
Le Portugal a réduit de façon impressionnante son déficit. Selon le gouvernement, il devrait être légèrement supérieur à 2% sur l'année dernière. C'est tout simplement du jamais vu depuis des dizaines d'années au Portugal. Imaginez, les Portugais ont réussi à diviser ce déficit par 2 en seulement un an, ce qu'on est nous bien évidemment totalement incapables de faire en France. Pareil pour le chômage, 10,2% de la population active est encore sans emploi, mais véritablement le chômage a reculé ces dernières années. Donc vous le voyez, il y a du mieux. Mais bon, il y a toujours des mais. La croissance reste très faible et puis surtout, le secteur bancaire est très fragile. Il est plombé par ce que l'on appelle les créances douteuses, c'est-à-dire par l'incapacité de certains clients qui ont fait des prêts à rembourser. Sans parler de la dette qui est toujours, elle, stratosphérique. Si les taux d'intérêt devaient trop remonter, le pays pourrait vraiment se trouver quand même dans une situation très compliquée. Alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que le Portugal est un pays qui ne manque pas d'atouts. Et oui, et le premier d'entre eux, c'est tout simplement le développement du tourisme. Lisbonne est devenue l'une des destinations les plus prisées pour les courts séjours en Europe et plus globalement, le pays reçoit en ce moment de plus en plus de touristes. Et ça, mine de rien, c'est pas neutre pour l'économie du pays. C'est aussi un pays qui est doté d'infrastructures de qualité. Je ne sais pas si vous y êtes allé, mais il y a de belles routes, il y a de très beaux aéroports. Le coût du travail y est également moins cher, ça aussi, ça peut attirer. Et son coût de la vie plus modéré attire aussi les retraités, notamment les retraités français. Il faut dire qu'ils bénéficient d'un abattement d'impôt pendant 10 ans, c'est-à-dire qu'ils ne paient pas d'impôt s'ils passent plus de 183 jours sur place. Donc il y a quand même de l'espoir quand on mixe tout cela. Et je confirme, c'est vrai que c'est un très beau pays. On imagine, Emmanuel, que Benoît Hamon n'a pas choisi le Portugal au hasard. Eh bien, vous imaginez très bien, Isabelle. Ce n'est pas pour préparer sa retraite, si c'est ça que vous sous-entendez. Mais le Portugal est dirigé depuis un peu plus d'un an par une coalition qui le fait sûrement rêver. Imaginez, socialiste, plus communiste, plus vert. Et en plus, ils ont été élus sur un programme qui promettait de sortir de l'austérité. Et pour le moment, le Premier ministre socialiste réussit plutôt pas mal son exercice d'équilibriste. Il a multiplié les gestes en faveur des classes moyennes, en desserrant notamment la pression fiscale sur les salaires. Pour compenser, ils ont imaginé des taxes que seuls les Français pourraient également imaginer, comme une taxe sur les résidences les plus ensoleillées. Heureusement qu'on n'a pas tout le temps trop de soleil. Mais malgré tout, ils dessinent bien une nouvelle voie, tout en respectant leurs engagements auprès de Bruxelles. Et du coup, d'une certaine manière, le Portugal pourrait être un petit laboratoire à idées pour Benoît Hamon. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Et on part maintenant en Allemagne. François Clémenceau, vous êtes en ligne de Bonn. Et si vous êtes à Bonn, François, eh bien c'est parce qu'il se tient en ce moment une réunion des chefs de la diplomatie du G20. Réunion en marge de laquelle, ce matin, les pays amis de la Syrie se sont réunis en présence, pour la première fois, du nouveau secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Effectivement, cette séquence de Bonn est un véritable baptême du feu pour Rex Tillerson, qui a vu hier pour la première fois son partenaire russe, Sergueï Lavrov, son allié britannique, Boris Johnson, son homologue français, Jean-Marc Ayrault, ainsi que le chef de la diplomatie chinoise, autrement dit, les représentants des 4 autres pays permanents du Conseil de sécurité. Et ce matin, il a enfin pu s'exprimer sur l'un des sujets qui mobilisent précisément les Nations Unies depuis plus de 6 ans, la Syrie. Il y avait là uniquement les émissaires des pays qui soutiennent l'opposition syrienne. Rex Tillerson a pu livrer sa première analyse de la situation. Et la leçon numéro 1, c'est que les États-Unis de Donald Trump n'entendent pas changer radicalement de ligne sur la Syrie. Ils rejoignent là-dessus le diagnostic de leurs alliés. Il ne peut pas y avoir de solution purement militaire à la guerre en Syrie. Il doit y avoir une transition politique. Les Russes et les Iraniens doivent faire pression sur Bachar el-Assad pour négocier, et ces négociations doivent inclure tous les groupes civils et militaires qui ne sont pas considérés comme des organisations terroristes. Et ça, c'est important compte tenu de ce qu'a déclaré Bachar el-Assad hier sur Europe 1 et sur TF1. Tout à fait. Les Américains ont clairement indiqué aujourd'hui qu'ils ne partagent pas le point de vue de Bachar el-Assad, selon lequel tous les opposants au régime sont des terroristes. Rex Tillerson a donc dit qu'il n'envisageait aucune coopération militaire avec la Russie pour lutter contre Daesh, tant que la Russie soutiendrait un régime qui prétend mener une guerre jusqu'au bout contre son opposition armée. On aurait pu penser que ce raisonnement était évident, il l'est pour la France, pour les Européens depuis le début, mais compte tenu des ambiguïtés formulées par Donald Trump pendant la campagne électorale, de sa volonté de se rapprocher de la Russie, il était très important de mettre les choses au clair. Et c'est donc dans ce contexte, François, que vont s'ouvrir les négociations de Genève sur la Syrie la semaine prochaine. Qu'en pensent les Américains ?
Rex Tillerson soutient ce processus de Genève mené par l'émissaire Staffan de Mistura, mais on voit bien qu'il aimerait faire pression sur les Russes pour qu'ils se contentent, avec les Turcs, de consolider le cessez-le-feu sur le terrain, mais sans chercher à imposer une solution politique de leur côté. Il aimerait également que les Iraniens cessent de soutenir aveuglement le régime syrien, mais on voit mal quel levier il pourrait utiliser dans la mesure où Donald Trump continue de voir d'un très mauvais œil la normalisation avec l'Iran initiée par Barack Obama. Et puis, on ne sait toujours pas ce qu'entend faire Donald Trump vis-à-vis de Daesh, à Raqqa par exemple. Il a demandé à ses généraux de lui présenter un plan pour le mois prochain. En attendant, il est tout de même assez rassurant de voir que la diplomatie américaine n'entend pas rester silencieuse ou inactive sur cette crise majeure. Eh bien, merci beaucoup François Clémenceau. Vous étiez en ligne de Bonn, en Allemagne. C'était les éditos d'Europe Soir dans un instant sur Europe 1, les médias, le ZAP et Nicolas Canteloup.